Comme présidente de l'Union rationaliste, il me semble qu'il faut que j'essaye plus sagement de suivre un petit peu le parcours de Michel Perrault, que probablement un certain nombre d'entre vous connaissent d'avance beaucoup mieux que moi, et en tout cas que je le connaissais au départ. Agrégé d'histoire, Michel Perrault a enseigné dans le secondaire à partir de 1951 à Caen, puis à Paris, avant de devenir assistante de recherche à la Sorbonne, en rejoignant en 1962 l'Institut d'histoire économique et sociale. Les événements de mai 68, selon le terme consacré, ne pouvaient laisser l'historienne indifférente. Elle est l'une des auteurs, avec notamment Madeleine Rébériou, si là aussi les informations qui m'ont été données sont correctes, de la publication d'un ensemble de tracts et textes divers, la Sorbonne par elle-même, qui porte témoignage sur une période importante. Les plus anciens d'entre nous se souviennent des discussions ardentes et des controverses qui accompagnèrent le remplacement de l'ancestrale Université de Paris par un ensemble d'universités repérées au départ par leur numéro. Les physiciens dont je faisais partie à Orsay n'en perçurent que des échos atténués. Mais enfin, 6 et 7, c'était quand même une question qui nous regardait un petit peu. L'université Paris 7, sur le campus de Jussieu, fut très vite connue, en tout cas de nous, pour des initiatives de différents ordres. Elle apparaissait avec un caractère vraiment, et pas seulement formellement, pluridisciplinaire, tout au moins comparé à d'autres, tout de même plus conservatrice, quel que soit leur haut mérite par ailleurs, que je ne voudrais surtout pas avoir l'air d'attaquer ici. Choisir pour l'université le nom de Denis Diderot, c'était, me semble-t-il, je ne sais pas si j'y ai réfléchi à l'époque, mais en tout cas, aujourd'hui j'y réfléchi, se placer dans l'héritage des Lumières, et j'avancerais que c'était aussi, d'une certaine façon, choisir le rationalisme. Professeur en 1974, Michel Perrault y a poursuivi une brillante carrière dans l'UFR, géographie, histoire et sciences de la société, qui nous accueille aujourd'hui, si elle a toujours exactement ce titre. Elle y a dirigé pendant de longues années, comme vous le savez, le laboratoire Société occidentale. Elle y a enseigné l'histoire contemporaine, là j'entendais parler, il y a la recherche et il y a l'enseignement, l'histoire contemporaine de la France à beaucoup de niveaux. Je n'évoquerai pas du tout les recherches qu'elle a développées, puisque l'intervenant Guy Bruit, qui me suivra, est beaucoup plus compétent que moi pour le faire. Je voudrais mentionner, pour qu'on ne l'oublie pas, parce que c'est un aspect important, alors bien du rôle des intellectuels, son investissement dans des responsabilités d'intérêt général, telle sa participation au Conseil national du SIDA, dont elle a été vice-présidente, ou le Conseil national des programmes, un autre, je me souviens plus très bien de la date. Et sur un autre plan, un investissement important dans la vulgarisation historique, qui est une question d'intérêt général. Le prix de l'Union rationaliste est, chacun le sait bien, un prix très symbolique. Il est attribué à des personnalités en reconnaissance de leurs importantes contributions, qui peuvent être de domaines très très divers, mais je dirais que quelque chose les unit, toutes ces contributions, sous une forme ou sous une autre, soulèvent des questions qui importent pour le devenir de la société. Je crois que si on consulte la liste des personnalités qui ont honoré l'Union rationaliste en recevant ce prix, on s'en rend compte, je crois, assez facilement. L'Union rationaliste, pour ceux qui ne le savent pas, a été créée il y a fort longtemps. C'est une vieille dame née en 1930
créée par des universitaires, en particulier des scientifiques, avec l'ambition de défendre et de répandre dans le grand public l'esprit et les méthodes de la science. Elle s'est développée à cette époque très rapidement en s'élargissant à des citoyens ayant un plus large éventail d'activités professionnelles. L'ambition initiale a pris aussi une dimension plus vaste en intégrant d'autres thèmes liés sous une forme ou sous une autre à la référence commune qu'a constituée le rationalisme, question la laïcité, la critique des dogmatismes religieux, les enjeux du développement des sciences, la dénonciation de multiples formes de l'obscurantisme, et il se manifeste effectivement sous de multiples formes renouvelées de période en période. Chacun des thèmes, je ne les développerai pas du tout, a fait l'objet au fil du temps d'interventions et d'analyses. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire, en tout cas, c'est la conviction de l'Union rationaliste, que le rationalisme moderne, tel qu'il résulte de l'avancée des connaissances et d'une déjà longue histoire, reste, nous semble-t-il, un outil incontournable pour qui veut aborder de manière constructive les grandes questions de société. Ces questions sont nombreuses et se posent avec une forte acuité. J'en évoquerai 3, sans du tout développer. Nous vivons aujourd'hui une époque secouée par des bouleversements et des tensions, marquée dans des sociétés comme la nôtre de multiples interrogations sur l'avenir. Les discours dominants poussent à renoncer au progrès et elles enferment la réflexion dans des limites supposées indépassables. Les espoirs mis dans le progrès scientifique tendent à s'effacer devant la crainte du risque et même parfois simplement de l'inconnu, ce qui est plus inquiétant. Alors la question, comment répondre aux interrogations et aux attentes de la société, je dirais dans le respect de la science et dans le respect de la démocratie. Il s'agit de rétablir des rapports à la fois de confiance et de connaissance entre la science et la société. C'est selon nous un objectif majeur. Nous vivons aussi une époque marquée par ce que d'aucuns appellent le présentisme. La prévalence de logiques individuelles sur des logiques collectives pousse chacun des membres de la société à vivre dans l'instant, sans ressentir le besoin de se pencher sur le passé, ni de penser et d'agir en prenant en compte des objectifs et des conséquences à moyen ou à plus long terme. Et là, peut-être nous accaparons, mais nous pensons que l'histoire et la science ont partie liée pour reconquérir le temps de la mise en perspective rationnelle du passé pour préparer l'avenir. Aussi pour réhabiliter le rôle de la connaissance, trop souvent réduit à des considérations purement utilitaires. J'ajouterais, sans développer, qu'il nous semble, en tout cas c'est mon avis, que l'histoire a un rôle important à jouer pour l'intégration de la culture scientifique dans une culture générale partagée. Les personnalités dont l'histoire ou l'œuvre nous est parvenue au fil des siècles sont presque exclusivement des hommes. Je m'excuse, mais nous retombons sur une référence précédemment citée, c'est dire combien elle est importante. Les femmes ont-elles une histoire? Fut le thème d'un de vos premiers cours. Il était temps de se pencher sur une question occultée depuis tant d'années, ou plutôt tant de siècles. Il faut bien reconnaître que l'infériorité physique, mais intellectuelle des femmes, était un fait considéré comme établi et intériorisé dans la plupart des milieux de la société française il n'y a pas tellement d'années. Il y a un siècle, je suis pas mal là-dedans en ce moment, je vous le cite, ce commentaire ironique écrit par Anatole France, tout au moins me semble-t-il que c'est lui,
à l'occasion du premier cours de Marie Curie à la Sorbonne, me semble témoigner du chemin qu'il y avait alors à parcourir. Alors, description et commentaire par Anatole France. En dépit de ses apparences discrètes, c'est pourtant une grande victoire féministe que nous célébrons en ce jour. Car si la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des deux sexes, où sera désormais la prétendue supériorité de l'homme mâle? En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. Bien. Pour ce qui est de l'Union rationaliste à ses débuts, je ne suis pas capable de dire si elle accorda à cette question une grande importance. Il reste vrai que ses adhérents sont toujours aujourd'hui très majoritairement des hommes. Nous faisons tout de même, nous ne sélectionnons pas, c'est la réalité. Mais quoi que nous fassions, nous faisons tout de même beaucoup mieux que l'Académie des sciences. Et j'ai le ferme espoir de voir la situation changer. Votre œuvre, Michel Perrault, y contribuera sans nul doute. Je voudrais, en concluant cette petite introduction, remercier très vivement l'UFR de géographie, histoire, sciences de la société et son directeur de nous avoir accueillis pour cette remise de prix, qui ne va pas encore être immédiate, car je vais maintenant passer la parole à Guy Bourri. Vous m'avez fait le très grand plaisir de me demander de vous présenter ce soir. Et je dis le très grand plaisir parce que j'ai cru comprendre que vous n'aimeriez pas que l'on parlât d'honneur. Donc j'ai remplacé honneur par plaisir. Nous sommes en effet dans les circonstances d'une réunion très amicale dans cette université à laquelle vous avez beaucoup donné et qui aussi vous a beaucoup apporté. Voilà, la première fois que je vous ai rencontré, c'était exactement le 14 mai 1999 dans le studio de Radio Libertaire qui accueille chaque mois l'Union rationaliste pour une émission de 2 heures. Nous avions parlé du roman de Jean Vautrin, Le cri du peuple, qui venait de paraître et qui tentait de redonner vie à la Commune de Paris. Et dans le même lieu, notre seconde rencontre, a été le 9 mars 2001. Nous vous avions sollicité pour réfléchir en compagnie de Gabrielle Partenza, qui était une animatrice de l'association Un bus pour les femmes, à la prostitution, qui était une question difficile. Alors je ne sais plus très bien pourquoi Maurice Sautbert, qui était avec moi le responsable de l'émission, et moi, nous nous étions tournés vers vous. Alors on comptait certainement sur votre généreuse disponibilité, mais en préparant ce petit discours, je me suis dit qu'il m'était peut-être resté dans la tête quelque part 2 lignes de votre essai d'égo-histoire. Vos parents, dites-vous, quand vous étiez encore une petite fille, tenaient une boutique rue Saint-Denis. Et vous avez écrit « Les prostituées, dont j'ignorais la condition, me semblaient des stars, et les hôtels minables où elles s'engouffraient, des palaces. » Voilà. Bon, après, c'est quelques mots très anecdotiques pour introduire. On va essayer de retracer le chemin que vous avez parcouru depuis une époque qu'on pourra trouver assez peu rationaliste. C'était le temps de la ferveur de la petite fille et de la jeune fille qui priait le Christ roi et Notre-Dame de Boulogne pour le salut de la France et aussi pour celui de ses parents qui lui donnaient quelque inquiétude. Et aussi, encore, pour obtenir le retour à Dieu de Weidmann, exécuté au printemps 1939. Weidmann, c'est ce grand criminel dont le nom est le premier mot du grand livre de Jean Genet, Notre-Dame des Fleurs.
et c'est à lui que Colette a consacré d'admirables chroniques judiciaires. Et quand Weidmann a été exécuté, certains journaux avaient suggéré qu'il avait eu une fin édifiante. Et dites-vous, vous vous en attribuiez le mérite. Bon. Dans votre œuvre foisonnante et multiple, je vais retenir trois moments qui me paraissent un peu résumer les points essentiels de votre recherche. C'est très réducteur, mais il me semble que c'est les points qui me paraissent les plus importants. Alors, dans le premier, on pourrait choisir un titre qui serait « De la compassion à la rencontre de la classe ouvrière », ce qui nous conduirait de l'été 1936 à la soutenance de votre thèse. Les ouvriers en grève, France, 1871-1890, soutenu en 1971 et publié en 1974 chez Mouton. Vous avez raconté comment, vivant bourgeoisement dans la propriété familiale de Montmorency, qui était un étrange îlot de verdure que menaçait la sourde pression d'un prolétariat infiltré un peu partout, vous avez eu très tôt le sentiment d'appartenir au camp des injustes. Vous repreniez ainsi une expression de François Mauriac. Autour de votre maison, quelques familles de sous-prolétaires misérables, auxquelles, dans ce que vous appelez votre période de culpabilité anorexique, vous portiez ce que vous ne mangiez pas. Et à votre manière, vous allez vivre la crise de la conscience bourgeoise, la mauvaise conscience, qui est à vos yeux un phénomène idéologique d'une extrême importance pour comprendre la France du XXe siècle, du XXe siècle. Pardon. Élève du cours Bossuet, vous avez connaissance du livre de l'abbé Godin, France, terre de mission, paru en 1943. L'Église et les chrétiens, donc, avaient abandonné la classe ouvrière, il fallait la reconquérir. À la JOC, jeunesse ouvrière catholique, et toujours à Montmorency, un jeune ouvrier électricien fait votre éducation politique. Il ne s'agit pas, vous explique-t-il, de sauver des individus, ça c'est la compassion. Il faut changer radicalement la condition ouvrière. Et c'étaient les ouvriers eux-mêmes, porteurs des valeurs propres à leur classe, qui s'en chargeraient. Ce Pierre, électricien, était méfiant à l'égard des jeunes intellectuels aux ailes missionnaires. Il vous mettait sur la voie du courant autogestionnaire que vous deviez découvrir plus tard de Fourier et Proudhon à Edmond-Maire. C'est avec cette vision profondément modifiée de la classe ouvrière, désormais grande force ascendante et porteuse de l'avenir du monde, que vous entrez à la Sorbonne à l'automne 1946. Et à la Sorbonne, vous rencontrez de jeunes et brillants intellectuels communistes qui vous séduisent et qui vous courtisent, car vous êtes, fréquentant le centre Richelieu, la tala de gauche, la bonne tala de gauche, susceptible de conversion. De ces jeunes gens, et vous me pardonnerez d'être un peu personnel ici, de ces jeunes gens, je n'en citerai qu'un, parce qu'il fut mon professeur en terminale au lycée Corneille de Rouen, Pierre Dayon, dont c'était, je crois bien, le premier poste. Et en même temps qu'il nous enseignait les principes méthodologiques de la science historique, je me souviens très bien de son premier cours, il nous montrait des photos d'usines soviétiques, au pied desquelles il y avait des plantations de rosiers et où les ouvriers étaient heureux. Aussi, quand j'ai lu le passage de votre essai d'égo-histoire où vous racontez ce jour où, à la sortie de la Bibliothèque nationale, Pierre tentait de vous démontrer combien la morale communiste était proche de la morale chrétienne, j'imaginais très bien le ton de l'entretien et j'ai éprouvé une certaine émotion. Votre maître à tous était Ernest Labrousse. Il vous a reçu un jour, vous lui avez proposé un sujet d'étude et il vous a gentiment conseillé un autre sujet. J'y reviendrai. C'est ainsi que vous avez été orienté vers l'étude des coalitions ouvrières, ce qui était une manière très universitaire d'aller à la rencontre de la classe ouvrière. En 1951, pour votre premier poste de professeur agrégé, Hélène l'a dit, vous êtes nommé au lycée de jeunes filles de Caen,
où vous deviez rester jusqu'à la rentrée de 57 pour revenir à Paris au lycée Cavicet. Alors la classe ouvrière à Caen, c'est la Société métallurgique de Normandie, la SMN. Une grève vient d'avoir lieu aux fourneaux, jetant la consternation et la peur dans la bourgeoisie locale, notamment chez Madame Fumichon, chez qui vous avez trouvé à vous loger. Comble d'horreur, le professeur Deboire, médiéviste reconnu, futur doyen de l'université, avait défilé en tête du cortège des métallurgistes. Il était catholique et communiste, c'était vraiment un traître à sa classe. Avec Jean-Claude Perrault, que vous épousez à cette époque, et toujours chrétien de gauche, vous rejoignez le mouvement d'enquête qui se développe autour de Chombardelot, Georges Friedman et Gabriel Lebras. Dépouillant les registres paroissiaux, vous entendez d'abord comparer la pratique religieuse et le vote politique. Puis, notamment à la bibliothèque municipale, vous étendez votre recherche à tous les aspects de la vie ouvrière. Vous allez jusqu'à donner une conférence publique pour faire part de l'état de vos recherches. Et cela vous vaut une invitation à dîner, fort courtoise, du directeur de la SMN. Mais en même temps que le directeur vous ouvre sa table, il vous ferme l'accès à la documentation de l'usine. Alors, tout ce climat intellectuel et militant évoque la double exigence de votre travail de thèse. D'un côté, vous cherchez à atteindre les comportements, les aspirations, les rêves des ouvriers eux-mêmes dans leur vie quotidienne. C'est le côté vécu, je dirais, de l'affaire. Et puis, d'autre part, vous recherchez la rigueur dans l'ascèse des dénombrements entiers et la mise en évidence des structures mesurées. Je dirais que c'est le côté Labrousse, ou si l'on préfère, le côté scientifique. Et vous allez très bien tenir les deux bouts de la chaîne, comme disait un de mes professeurs de philosophie. Alors, la période canaise, il faut dire, c'est encore celle où Dieu vous abandonne, avant, à moins que ce ne soit vous qui l'abandonniez, mais il semble que ça a été une rupture à l'amiable, en quelque sorte. Et c'est encore dans la foulée, si je puis me permettre cette expression un peu triviale, celle où, pour peu de temps, vous adhérez au Parti communiste, parti de la classe ouvrière, comme chacun savait à l'époque, et une adhésion que met à mal la révolution hongroise. Donc vous arrivez à Paris en 57 et vous ne reprenez pas votre carte. Voilà pour le premier point qui me paraît fort, c'est-à-dire vos recherches sur le mouvement ouvrier et ce qu'elles représentent pour vous, intellectuellement et moralement. Bon, les deux autres points forts que je veux évoquer sont liés, quoique d'une manière différente, au mouvement de mai 68. Alors, vous avez vécu intensément cette période, parce que vous étiez à la Sorbonne, et dans la fièvre, vous avez réuni ce grand nombre de documents auxquels Hélène a fait allusion. Ça a été très vite, puisque le numéro du mouvement social est sorti en octobre 68, mais c'était pas loin, donc vous travaillez dans une fièvre très productive. Et l'autre monument de cette époque, je le cite. Alors, vous avez réalisé ce travail, pas seulement avec Madeleine Robériou, mais aussi avec Jean-Claude Perrault et Jean Métron. Voilà. L'autre monument, ce fut le journal de la commune étudiante, qui fut l'œuvre du jeune Alain Schnapp et de Pierre Vidal-Naquet. En 70-71, un important mouvement de révolte se produit dans les prisons, à la suite duquel Michel Foucault fonde le GIP, groupe d'information sur les prisons. Vous avez rencontré Foucault pour la première fois en 73, à la suite d'une communication que vous aviez faite au CNRS, et qui l'avait intéressé. Son livre, Surveiller et punir, naissance de la prison, paraît en 75. Et en 76, devant la Société de 1848, vous concluez ainsi votre intervention, et c'est très intéressant, non sans une pointe de malice critique. Comment ne pas évoquer ici le livre de Michel Foucault et souhaiter que, dépassant le reproche acrimonique et tatillon du détail, un vaste débat s'engage chez les historiens autour de cet ouvrage fondamental.
Le travail de Foucault n'était pas très bien accueilli chez les historiens, c'est le moins qu'on puisse dire. Je mentionnerai quand même au passage que Arlette Farge était très proche de Foucault, avec qui elle a travaillé, donc ça fait partie des historiens et historiennes qui, comme vous, ont reconnu tout de suite l'importance de l'ouvrage. Alors Foucault était philosophe, il revendiquait son travail comme un travail de philosophie, alors les rapports avec les historiens ne pouvaient pas être très simples. Votre mérite en cette affaire me paraît avoir été double. D'abord, avoir immédiatement reconnu le caractère fondamental, c'est vous qui avez employé le mot, de surveiller et punir. C'est un grand livre, un livre prémonitoire. Et j'aime à dire, avec un peu de tristesse d'ailleurs, que plus ça va, plus nous aimons être surveillés et que les autres soient punis. Vous avez pensé la démarche de Foucault pour en nourrir votre propre recherche, et vous avez eu avec lui un dialogue très fort. Ensuite, vous avez appelé vos collègues historiens à prendre de la hauteur. Vous avez voulu que s'établissent des échanges et de vrais débats. Vous avez servi de lien et de truchement, jouant souvent le rôle de go-between, dites-vous avec humour. Et comme n'aurait pas aimé entendre dire un des anciens prix de l'Union rationaliste. Je parle d'Étiamble, bien sûr. Vous avez raconté dans un entretien avec Rémi Lenoir, paru en 1996 dans le numéro 3 de Société et Représentation, que Maurice Agulon et Michel Foucault, anciens camarades d'école normale et de parti communiste, ne se téléphonaient pas, mais passaient par vous pour communiquer. Bref, vos efforts ont abouti à la table ronde de mai 78. Le récit que vous en donnez mérite le détour. Ce ne fut pas facile, mais de ces débats sortit un livre, L'impossible prison. Michel Foucault, vous ayant fait d'ailleurs remarquer que pour ceux qui y étaient, elle était tout à fait possible. Mais il a trouvé quand même que le titre était bon. L'entretien que je viens de citer a pour titre Michel Foucault, le mal entendu. C'est à le faire entendre que vous avez consacré beaucoup d'efforts. Et ce désir de compréhension marque toute votre œuvre. Cette histoire, d'ailleurs, a une suite, puisque, à la demande de Robert Badinter, vous avez, avec lui, animé de 86 à 91 un séminaire consacré à la prison républicaine. M. Badinter avait peu et tardivement connu Foucault, dont l'œuvre le contrariait souvent, mais dont il avait su lui aussi reconnaître la fécondité. De ce séminaire sorti en 92, le livre de Robert Badinter, La prison républicaine. Alors, l'historienne des femmes à laquelle nous allons venir maintenant ne doit pas masquer l'importance de vos recherches et de vos réflexions sur la condition pénitentiaire. Je me limite à rappeler votre livre paru en 2001, Les ombres de l'histoire, crimes et châtiments, au XIXe siècle. D'ailleurs, il me semble que ça a été plus ou moins repris comme titre d'une récente exposition sur la peine de mort. Oui, mais c'est un titre qui était connu. Alors, troisième temps fort, Paris 7 et l'histoire des femmes. À votre première visite à Ernest Labrousse, dont j'ai parlé tout à l'heure, vous veniez de lire Le deuxième siècle et vous lui avez proposé un sujet sur le féminisme. Il vous a dit, oui, c'est actuel, et avec un sourire, il vous a donc orienté vers les ouvriers. Au lycée de Caen, avec vos amis Nicole Le Douarin et Mona Ozouf, vous aidez les jeunes filles à conquérir leur liberté. Par exemple, vous vous battez pour obtenir que les internes puissent assister aux séances du ciné-club. Et puis, il y a aussi des histoires. De ce matin, j'entendais Christine Barr parler à France Culture du pantalon. Et ben, le pantalon était interdit à l'époque, et plus encore, on n'avait pas, enfin, elle n'avait pas le droit de courir, et vous vous êtes fait un jour réprimander par le censeur, ou l'ascenseur, parce que vous couriez dans la rue. Bon. Quand vous commencez vos recherches universitaires, c'est pour devenir comme les hommes. Vous n'avez pas, c'est vous qui le dites, de conscience féministe. C'est ce que Paris 7 va changer. Bon, cette université, je ne reprends pas ce qu'a dit tout à l'heure Hélène sur les conditions de sa création, mais j'ai retrouvé dans un entretien de 90 avec Bernard Alliot
quelque chose que je trouve très joli, c'est cette université a attiré des individus qu'on pourrait dire atypiques, mais Bernard Alliot dit que sont venus à Jussieu, à cette époque, des enseignants de caractère et des enseignants de mauvais caractère. C'est très joli. Donc, vous préférez Paris 7, vous allez quitter la Sorbonne, et vous y trouverez, entre autres, Jean Chénaud, dont je reparlerai un peu plus tard. Et alors, j'étais plus très sûr, Emmanuel Leroy-Ladurie était là. Voilà, et c'était une grande autorité. Et puis, vous rencontrez deux jeunes assistantes, Pauline Schmidt-Pantel et Fabienne Bock, qui, je crois, n'est pas là, et j'aurais bien aimé la revoir, car nous avons fait, à une certaine époque, la révolution dans nos lycées de banlieue à Ivry et à Vitry. Et ce joyeux trio que vous formez va faire un cours à partir d'une question: les femmes ont-elles une histoire? C'est ce qui a été dit. C'était audacieux et aventureux, car vous n'aviez pas, dites-vous toujours, de véritables problématiques. C'est-à-dire, vous ne saviez pas où vous alliez, très exactement, mais c'est ça qui était excitant, évidemment, de ne pas savoir où on va. Et vous manquiez aussi de matériaux. Vous avez raconté la première séance qui fut épique. Et pour comprendre ça, il faut rappeler le climat de ces années. Les mouvements féministes étaient turbulents et ils ne craignaient pas quelques excès. Je me rappelle de cette publication qui s'appelait « Le torchon brûle » et qui était, sans jeu de mots, un brûlot ravageur. Mais les hommes n'y allaient pas de main morte dans une contre-offensive qui ne se réduisait pas, hélas, à des controverses historiques sur la place des femmes dans les luttes révolutionnaires. Les femmes d'un certain nombre de militants révolutionnaires ou proclamés-elles de l'époque ont gardé un souvenir de la façon dont elles étaient traitées par les penseurs révolutionnaires. Bon. Grâce à la qualité, donc première séance difficile, mais grâce à la qualité des conférencières et conférenciers que vous invitez, Pierre Vidal-Naquet, André Michel, Jacques Le Goff, par exemple, les choses vont s'apaiser et peu à peu, un enseignement des études féministes va se mettre en place et se développer. En janvier 1975, vous créez avec Françoise Bache le GEF, Groupe d'études des femmes ou féministes. Pardon, c'est moi. En 78-79, un groupe informel et autogéré s'était formé à l'EHESS autour de Christiane Clapiche, Arlette Farge, Cécile Dauphin. Il y avait là Geneviève Fraisse, Véronique Naoum, Rosemarie Lagrave et d'autres. Bien sûr, vous y allez avec Pauline. Et en 84, grâce à Yvette Roudy, des postes d'enseignants et enseignantes-chercheurs en études féministes sont créés à Toulouse en histoire, à Rennes en droit, à Paris 7 en sociologie. Vous favorisez en 85 la création du CEDREF, Centre d'études, de documentation, de recherche pour les enseignements féministes, reconnu en 86 comme équipe de recherche universitaire pluridisciplinaire rattachée aux sciences sociales, co-dirigée à l'époque par Claude Zellman et Marcel Marini. Enfin, en 94, est créée une maîtrise de conférences Histoire de femmes 19e-20e siècle, selon votre souhait, avant votre départ de l'université, poste sur lequel est nommé Gabriel Oubre, qui vous a conduit ce micro. Donc, nous la remercions. Oserais-je dire en 2 mots quel a été l'apport essentiel de ce travail que vous avez animé en voulant en faire un travail d'équipe, très important. Ce sera de réducteur, mais ne m'en veuillez pas. Là, il y a cette grande histoire des femmes en Occident, 5 volumes que vous avez dirigés avec Georges Duby, confiant la responsabilité de chaque volume à vos collaborateurs et collaboratrices. Il s'agit là d'un ouvrage pionnier dont vous avez su marquer les limites étant en Occident, car on n'avait pas manqué de vous faire remarquer qu'il n'y avait pas qu'en Occident qu'il y avait des femmes et que vous ne parliez que de l'Occident, précisez. Et autour duquel se sont engagés des débats critiques qui ont permis d'ouvrir des pistes nouvelles.
donc une œuvre importante qui est à la fois mise au point et suggestion d'autres chantiers. Alors sur le plan conceptuel, il me semble que vous avez contribué à acclimater le concept de gender. Le genre nous est devenu un concept familier, ce qui n'est pas sans danger, car la difficulté est de ne pas l'utiliser à tort et à travers. Sur cette difficulté, je renvoie à la mise au point méthodologique de Pauline Schmidt-Pantel, aux dernières pages du volume consacré aux femmes dans l'Antiquité. Le genre, explique-t-elle, est une catégorie d'analyse indispensable, à condition de ne jamais oublier ce que ça recouvre. Le genre marque le rejet du déterminisme biologique, dit qu'on ne peut parler des hommes et des femmes que dans la dimension relationnelle et que le caractère des distinctions fondées sur le sexe est social. C'est là une problématique à laquelle certains rationalistes ont su être sensibles, comme en témoignera un prochain numéro de Raison Présente, une revue que tout le monde se devrait de connaître, intitulée « Articuler les rapports sociaux, classe, sexe, race ». De 79 à 85, le groupe de la HESS et Paris 7 ont publié Pénélope, cahier pour l'histoire des femmes. Il y eut 13 livraisons. Ce fut, pour reprendre le titre d'un article de Cécile Dauphin, une expérience militante dans le monde académique, d'où son importance particulière. Je m'y arrête sur un mode un peu anecdotique. J'ai dans ma bibliothèque le numéro 6 du printemps 82, Femmes et violences, introduit par Véronique Naoum. Il contient un article qui m'a très vivement intéressé et marqué. La mixité, c'est la guerre. L'auteur est Jean-Bernard Puy, que vous connaissez sans doute comme auteur de la série Noire. De 64 à 79, Puy a été animateur et responsable du foyer socio-culturel, socio-éducatif, du lycée Romain Rolland d'Ivry, sur scène. Et c'est là que je l'ai connu. Très accueillant, en toute illégalité d'ailleurs, dans son bureau-cabine de projection. Combien d'élèves à la dérive ou au bord n'a-t-il pas sauvé du désastre? Alors son article est un article très polémique jusque dans son écriture, son style. Et il raconte la violence sexiste quotidienne dans une cité scolaire, collège et lycée, où pourtant on travaillait bien, où l'enseignement se déroulait sans problème majeur, où les parents ne craignaient pas d'inscrire leurs enfants. C'est un article dont je ne saurais trop recommander la lecture, parce qu'il doit nous inviter à nous interroger sur le battage médiatique qui est mené autour des violences dans les banlieues. Car ce que Puy raconte, c'est une extraordinaire violence, mais à laquelle qu'on s'arrangeait pour ne pas trop voir. Mais lui voyait tout, c'était son œil de pas de policier, de romancier. Donc tout ça, c'est dans Pénélope. Michel Perrault, vous m'aviez fait promettre de vous éviter les compliments. Bon, alors je crois que, et la rhétorique convenue, alors je crois que je m'y suis tenu à peu près, je n'ai pas été trop mauvais. Cependant, vous me permettrez de lire un passage très bref d'un bref article consacré à l'histoire du CEDREF, et vous comprendrez pourquoi quand je vous en aurai dit l'auteur. Voici. Michel Perrault a été l'axe principal de la continuité institutionnelle des études féministes à Paris 7, de façon directe ou indirecte. À chacun de mes contacts avec la direction de Paris 7 au sujet du CEDREF, on me demandait, en passant, de confirmer son accord à mes initiatives. Tout en se refusant d'endosser un rôle mandarinal, son charisme personnel et ses avancées théoriques concernant l'histoire des femmes et des mouvements féministes lui ont conféré une autorité incontestable, tant auprès des étudiants et étudiantes que de l'ensemble de nos collègues. Michel Perrault a formé toute une génération de jeunes historiennes, voire liste des thèses. Tout à l'heure, Marie-Françoise Lévy me rappelait que vous aviez été sa directrice de thèse. Et donc, salut. Elle, Michel Perrault, maintenu une cohérence forte
dans le projet de concilier l'approche disciplinaire et les collaborations pluridisciplinaires pour constituer un nouveau champ de savoir et en permettre la transmission à des générations successives d'étudiants. Bon, ces lignes sont de Claude Selman. Là, j'ai été beaucoup trop long et j'ai mis l'accent sur votre œuvre collective universitaire. Lieu peut-être, lieu nous y obligeait-il, il me resterait à évoquer votre infatigable activité depuis que vous avez quitté Paris 7, votre disponibilité généreuse et votre œuvre personnelle, dont donneront une idée quelques-unes de vos publications que je cite presque en vrac et qui se rapportent à l'histoire des femmes. Un texte que j'aime particulièrement de 79, donc avant votre départ, votre introduction aux filles de Karl Marx, un texte de recueil de lettres inédites qu'avait présenté Olga Meyer et le regretté Michel Trevitch. C'est un texte que j'aime beaucoup. Femmes publiques, qui date de 97. En 98, Les femmes ou les silences de l'histoire. En 2008, Mon histoire des femmes. Et vous préparez l'histoire de Lucie Beau, une ouvrière de la soie, ce qui montre que vous n'avez jamais séparé les choses et que les femmes ont été des ouvrières, qu'il ne faut pas les oublier. Ouvrière de la soie, début du XXe siècle, et ça doit apparaître prochainement. Je n'oublierai pas non plus cette histoire de chambre, votre dernier livre, je crois, qui vous a valu en 2009 le prix Femina Essai. Et tous ces travaux autour de George Sand, qui vous occupent beaucoup aujourd'hui, continuent de vous occuper, donc peut-être vous nous direz deux mots. Bon, mais si c'est folie que de vouloir conclure, comme disait notre ami Flaubert, je m'arrête ici. Sur une question, pourquoi aujourd'hui ce prix rationaliste qui vous est décerné à vous? Jean Chénaud, en une formule que vous aimez à citer et qui est peut-être le souci de tout rationaliste, disait que la tâche et le devoir d'historien étaient de répondre aux sommations du présent. Et, pour désigner le moment le plus favorable pour répondre à ces sommations, il utilisait le mot grec kairos, c'est-à-dire le moment à saisir qu'on ne retrouvera plus et dont la saisie nous permettra d'intervenir d'une manière efficace, sinon décisive. Toute votre œuvre témoigne de ce double souci et de cette capacité d'entendre le questionnement du temps présent et de savoir quand y répondre. Le titre que vous avez donné à votre essai d'histoire, L'ère du temps, ne doit pas être pris à contresens. Il ne s'agit pas de suivre la mode, d'être à la mode, mais de comprendre ce qui importe vraiment à tel ou tel moment de votre vie. En ce sens, c'est un appel à vivre le plus pleinement et le mieux possible. Aussi, Michel Perrault, nous efforcerons, nous rationalistes, pour notre part, modeste et ambitieuse, de tirer le meilleur profit de votre travail et de votre enseignement. Merci. Les données que m'a fourni Gabrielle, il m'a semblé à lire ce qu'elle avait indiqué, qu'un des grands moments sur lesquels elle attirait mon attention, un des moments particulièrement importants, était en 1973 ce premier cours d'histoire des femmes que vous avez ouvert avec Pauline Schmitt et Fabienne Bock, qui s'intitulait « Les femmes ont-elles une histoire ?» Et à vous de avoir déjà entendu récemment en parler, à vous avoir lu là-dessus, je me suis dit que ça avait été, et que vous avez eu tout le sentiment que c'était quelque chose de particulièrement nouveau, important, et qu'en plus vous étiez peut-être souvent beaucoup amusé avec cela. Et du coup, je me suis demandé quel écho je pouvais en avoir eu à l'époque. Et moi aussi, j'étais au même moment, avec Jean-Pierre Vernant, avec Pierre Vidal-Naquet et Marcel Détienne, dans un groupe, le Centre de recherche comparée sur les sociétés anciennes, qui ne s'appelait pas encore le Centre Louis Gernet, c'était quelques années avant, et un groupe où on avait le sentiment, là aussi, de faire des choses entièrement nouvelles, et au centre de tout ce qui se faisait d'important alors en sciences humaines. Et je crois même que nous avions un peu devancé
dans nos thèmes de recherche, les vôtres, parce qu'après tout, si je regarde la chronologie, je vois que les Jardins d'Adonis de Marcel Détienne, avec ses célèbres analyses sur les thesmophories, les adonies, les femmes au mariage avec leur légère mauvaise odeur, contre les courtisanes parfumées en attendant les panthères qui chassent avec la même bonne odeur, tout ça datait de 72, donc enfin, elle avait été sûrement écrite bien avant, et elle a été publiée en 72. Bon, moi je travaillais sur autre chose, je mettais en parallèle le viol des femmes et la guerre d'anéantissement, ce qui, après tout, n'est pas tout à fait sorti d'actualité à l'heure des purifications ethniques. Et, eh bien, je dois dire en toute honnêteté que j'ignorais totalement qu'il se passait simultanément quelque chose de nouveau à Jussieu. Et c'est pas étonnant. Donc ça confirme ce que je disais d'ailleurs sur l'histoire. Et j'ai lu, je sais que vous aviez invité Pierre Vidal-Naquet à parler des femmes en Grèce ancienne. Je ne sais pas si vous avez invité d'autres membres du centre Gernès, Hivernande, Étienne, d'autres sont venus là. Pas cette année-là. Pas cette année-là. C'est ce que... Et j'ai beau creuser dans mon souvenir, mais là ça devient peut-être subjectif et j'étais particulièrement sourd, hein, ça c'est possible, j'ai pas l'impression que nos bons maîtres aient fait beaucoup de publicité auprès de leurs étudiants à l'époque pour ce qui devait quand même être pour eux, je sais pas, je dirais les sauvages amazones qui chassaient sur le gril de Jussieu. Et pourtant je travaillais sur Artémis. Hein. En fait, je me suis probablement aperçu que quelque chose se passait, qui commençait à empiéter dangereusement sur mes plates-bandes, avec un certain cahier Jussieu, avec une étude de Pauline sur le tyran et ses marges, et qui ne parlait pas de femmes. Alors, l'école des hautes études en sciences sociales, vous le dites, était un milieu très masculin, avec peut-être les femmes tout acquises aux hommes, comme Athéna, je ne sais pas. Vos disciples sont arrivés, je crois, un peu plus tard au centre Louis Gernet. Et l'insertion s'est-elle faite facilement, c'est à elles de le dire. Je pense qu'avec l'entraînement qu'elles avaient acquis à Paris 7, elles étaient capables de se défendre. Et une fois dans la place, elles y ont été bien installées. Le résultat a été la partie ancienne et grecque de l'histoire des femmes, avec Pauline. Là, je crois que le mélange des idées s'est fait entre les deux courants, encore que je ne suis pas sûr que dans leur dilution réciproque, ce ne soit pas malgré tout les idées qui avaient d'abord été mises en place au centre Louis Gernet qui ont été finalement plus dominantes. Et en tout cas, la synthèse a tenu et est encore aujourd'hui largement la base des recherches et de notre enseignement en la matière. Donc c'est, disons, tout ce que je voulais dire, c'est juste un regard extérieur sur une aventure qui s'est faite en grande partie dans cette UFR et dans l'UFR voisine, et avec laquelle il a fallu composer, et qui vous vaut donc d'être ici présente à notre très grande satisfaction pour recevoir ce prix. Prix de l'Union rationaliste. Est-ce que je suis rationaliste? Est-ce que je suis même rationnelle? Je n'en suis pas du tout certaine. Hein. Tout juste, je m'efforce de le devenir. Mais je ne peux pas revendiquer vraiment cette qualité. Est-ce que même j'ai toujours révéré la raison? Non. J'ai mis en doute les capacités de la raison à résoudre les problèmes de ce monde, voire même la perversité dont, en son nom, certains se sont rendus coupables. Par exemple, si on lit le livre récent de Christian Ingrao, « Croire et détruire les intellectuels dans la machine de guerre SS »,
On s'aperçoit, et Rita Thalmann, ici présente, je pense, ne me contredira pas, que les SS n'étaient pas des abrutis, non, c'était, le livre le montre, des intellectuels, des universitaires, des gens qui se revendiquaient de la raison. On pourrait donc multiplier les exemples. Et vous avez parlé de Foucault et de ma rencontre avec Foucault, qui est petite, enfin, importante pour moi et toute petite évidemment dans l'histoire de Foucault, ça va de soi, mais Foucault avait, né de la guerre et né après la guerre, avait aussi cette critique des Lumières qui l'opposait à Maurice Agulon. C'était là où il y avait le problème, très intéressant d'ailleurs, le débat très intéressant entre Maurice Agulon et Michel Foucault. Donc voilà, il y a tout cela. Mais bien entendu, ce que je dis est banal, est d'une effroyable banalité. Mais bien entendu, ça n'empêche pas le respect que j'ai pour les combats de l'Union rationaliste, ce désir de la rigueur de la science. Ça, c'est quelque chose que, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup désiré, j'ai beaucoup croisé. D'ailleurs, en allant vers quelqu'un comme Labrousse, il y avait ça, il y avait tout à fait cette idée-là. Et puis, en dehors de cette idée de la rigueur de la science, tous les combats, Madame la Présidente, que vous avez évoqués, la laïcité, l'antiracisme, l'anticolonialisme, l'humanisme, etc., la valeur de la science, et même le primat du réel, sur lequel on pourrait discuter davantage. Mais finalement, la libre pensée, je dirais même la pensée libre. C'est d'ailleurs curieux comment, entre libre pensée et pensée libre, il y a un autre balancement. Et la pensée libre, oui, ô combien la pensée libre. Et puis j'ai beaucoup de respect aussi pour tous ceux qui ont fondé, dirigé cette association, pour l'Union rationaliste, pour tous ceux qui ont obtenu ce prix. Et d'ailleurs, ça ne fait que me remplir de confusion. Vercors, Jean-Claude Pecker, Robert Escarpi, Tubiana, Jean-Pierre Vernant, Mohamed Arbi, Maurice Godelier, et peu de femmes, mais quelles femmes? Colette Audry, hein, à laquelle Séverine Liattard vient de consacrer un livre très intéressant que je vous conseille, il vient de sortir il y a quelques semaines. Monique Chenier-Gendreau, notre collègue, dont tout le monde connaît les combats contre les discriminations de toutes sortes. Je rappellerai aussi le nom de Jacqueline Marchand, que j'ai eu dans des temps très anciens l'occasion de rencontrer, et qui était une voltairienne convaincue, et tout à fait remarquable, et un pilier véritablement à une certaine époque de l'Union rationaliste. Donc tout cela dit mon respect. D'autre part, les jalons de l'Union, de l'histoire de l'Union rationaliste sont très intéressants. C'est tout à fait passionnant, et c'est ce que j'aurais peut-être presque voulu évoquer aujourd'hui. Je ne le ferai pas d'abord à la fois faute de temps, puis je n'avais pas envie d'entendre une conférence, et moi aussi des conférences j'en ai un petit peu assez de temps en temps, et puis aussi faute de connaissances. Je n'ai pu, grâce à Guy Bruy qui m'a passé une partie de sa collection, que feuilleter les cahiers de l'Union rationaliste. Il y a des centaines de numéros depuis la fondation en 1930, et c'est tout à fait passionnant. Il faudrait reprendre cela, il y a un beau sujet de thèse, entre parenthèses, pour parler de l'Union rationaliste. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à la fois les structures, les adhésions fortes qui forment le fond de l'Union rationaliste, et puis les changements. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais parmi les changements, ce qui est intéressant depuis quelques années, c'est l'importance donnée à toutes les questions de bioéthique. Hein, les problèmes du corps. On voit que les problèmes du corps, les problèmes de la vie, de la mort, sont devenus tout à fait essentiels, et que là, l'Union rationaliste, évidemment, a beaucoup à dire. Il faut ajouter que dans l'Union rationaliste, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, il y a beaucoup de scientifiques tout de même, surtout au point de départ. Et j'ai parlé d'Evry Schatzman, qui a présidé pendant longtemps, et qui était à Paris 7 à la fin de sa carrière, qui a présidé tout cela. Donc il y a d'ailleurs des débats tout à fait intéressants, qui font presque parfois sourire les historiens. Par exemple,
il y a eu, et qui montre la difficulté des choses, il y a eu il y a quelques années un numéro de la revue Ethnographie française, qui est certainement bien connu d'un grand nombre d'entre vous ici, qui était consacré aux parasciences. C'était dans le milieu des années 80, quelque chose comme ça. Et Évry Schatzman pourfend ce numéro. Et il pourfend ce numéro parce que, à ses yeux, les parasciences, il n'y a pas lieu de parler des parasciences. Les parasciences n'ont pas le droit à l'existence. Ce à quoi, je ne sais plus qui lui répond, dans un autre numéro de l'Union rationaliste, oui, mais c'est une réalité. Et pour les historiens, les ethnologues, les sociologues, l'étude de la réalité est tout à fait intéressante. Et Jean-Pierre Vernant a eu l'occasion de discuter d'ailleurs avec des membres de l'Union rationaliste à propos de l'irrationnel chez les Grecs. Est-ce que les Grecs étaient irrationnels? Évidemment, vous imaginez la réponse de Jean-Pierre Vernant. Les Grecs n'étaient pas irrationnels, mais leur conception de la rationalité n'était pas la même que la nôtre, etc. etc. Donc, il y a, je crois, des débats très intéressants qui ont été noués au cadre de l'Union rationaliste entre, je ne dirais pas science contre non-science, pas du tout, mais entre des versants des sciences qui doivent se retrouver pour justement la quête de ce qu'on pourrait appeler d'un grand mot, peut-être la vérité. Voilà, alors tout ça c'est très intéressant et si on l'avait eu du temps, j'aurais aimé vous en parler plus. Alors je dirais un dernier petit mot, si vous me permettez, sur l'Union rationaliste et les femmes. Vous y attendez un peu quand même. Pour dire d'abord qu'au fond, pendant très longtemps, il y a eu un antagonisme entre la raison et les femmes. La raison est masculine, tout le monde le sait, et la folie est féminine. Les femmes sont hors de la raison. Bon, elles sont folles, de toute façon. Elles sont folles de leur corps, elles sont folles par leur corps, elles sont éternellement malades, disait Michelet, hystériques. Enfin, le 19e en a d'ailleurs rajouté beaucoup sur toutes ces conceptions. Et parfois même, les femmes, au 19e en tout cas, se targuaient d'un accès au surnaturel et au paranormal. Une étudiante de Jussieu, Nicole Edelman, a consacré ses travaux, ici même, au rapport des femmes entre somnambulisme et médium au XIXe siècle. Vous imaginez bien que ces rapports entre femmes et paranormal n'étaient pas faits pour rehausser les femmes, par exemple, au lieu de l'Union rationaliste, mettons. Autrement dit, il y a un malentendu de longue durée entre les deux sexes autour de la science et de la raison. Et ce malentendu a été accentué au XIXe siècle par le développement du naturalisme et du scientisme, et les médecins à cette époque ont joué un rôle important, souvent assez négatif. Les femmes étaient au fond considérées comme inaptes aux sciences, et particulièrement inaptes aux mathématiques. C'était vraiment la science des sciences où les femmes ne pouvaient rien faire, en quelque sorte, en dépit de quelques brillantes exceptions, au point que les femmes elles-mêmes intégraient cela et renonçaient aux filières scientifiques, nous le savons bien. Moi j'ai une fille qui a fait des mathématiques et qui a fait, bon, comme il faut le faire dans une thèse, une petite découverte sur la démonstration d'un théorème, et quand elle a fait cette petite découverte, son laboratoire a téléphoné, c'est déjà vieux, c'est déjà au milieu des années 80, au laboratoire correspondant aux États-Unis. Et ils lui ont dit, ah bon, on a trouvé la démonstration de ce théorème. Comment s'appelle ce chercheur? Anne Perrault. Ah, nous ne savions pas que Anne était un prénom masculin. Voilà. Alors donc, des raisons, des relations difficiles entre la raison et les femmes, mais tout de même, n'exagérons rien, il y a eu aussi des rapports favorables entre les femmes et les sciences. Il ne faut pas oublier quand même que c'est le cartésianisme, c'est Descartes et ses disciples qui ont dit la science n'a pas de sexe.
C'est Poulain de la Barre, disciple de Descartes, qui a écrit le premier traité sur deux inégalités entre les sexes. Un texte absolument formidable que Geneviève Fraisse a eu l'occasion d'étudier. Donc, dans la grande querelle des sexes, le XVIIe siècle, le cartésianisme a marqué véritablement un tournant. Et puis un deuxième exemple, parce que je pourrais quand même en donner d'autres, j'ai dit que le rôle du médecin avait souvent été néfaste pour les femmes dans leur catégorisation du sexe féminin, mais il y a aussi le rôle contraire. Ce sont les médecins qui découvrent, c'est normal, il y avait qu'eux qui travaillaient là-dessus, les mécanismes de l'ovulation, hein, et par conséquent vont montrer aux femmes qu'elles ne sont pas simplement un terreau pour la semence masculine, mais bien autre chose que ça. Ce sont aussi des médecins qui découvrent bien sûr la pilule, les moyens contraceptifs, et un certain nombre de médecins, pas tous, se sont aussi battus à côté des femmes pour obtenir les moyens de contraception. Je n'en citerai qu'un, par exemple, le docteur Simon, qui a beaucoup travaillé au sein du planning familial avec la doctoresse Lagroix-Veillalé. Bon, donc, il y a heureusement des hommes féministes, et nous nous en félicitons. Ai-je besoin de dire que pour la réalisation de la démocratie, l'égalité entre les sexes est indispensable. Ça paraît une évidence, ça a pourtant été très long. Et c'est encore très long avant d'être réalisé. Or, l'égalité des sexes suppose la laïcité. Elle suppose la distance vis-à-vis de religions qui ont souvent servi à dominer les femmes et qui ont généralement, presque toujours, surtout dans le monde occidentale, et les religions monothéistes les ont vraiment mises dans la hiérarchie au deuxième degré. Et je dirais qu'aujourd'hui, on voit bien, je crois, le rôle des femmes dans le développement des mouvements démocratiques, si l'on réfléchit à ce qui se passe en ce moment, notamment en Tunisie. En Égypte, on le voit, mais on le sait peut-être moins. En Tunisie, c'est très important. Le rôle des femmes dans les récents mouvements est capital. Et je suis moins informée, peut-être vous le savez davantage, mais il y a eu quand même un féminisme tunisien important, hein, et on est frappé à la télévision de voir qu'il y a des femmes, même voilées, hein, voilées ou non voilées, mais voilées, qui sont là pour dire qu'elles n'emploient peut-être pas le mot de démocratie, mais enfin, elles parlent pour la liberté tout de même. Donc ces combats et ces valeurs sont évidemment ceux de l'union rationaliste, ils sont les miens aussi, et c'est pourquoi, après avoir été très décontenancée, je suis au bout du compte une lauréate heureuse, madame. Merci. Eh bien, réjouissons-nous.